Pour le 20e anniversaire de mon frère, mes parents ont exigé que je lui donne une BMW provenant de Montfond en fiducie. Quand j'ai refusé, ils m'ont envoyé aux urgences. Mais quelques heures plus tard, mon avocat spécialisé en fiducie est arrivé. Quand ils ont vu l'ordonnance du tribunal, ils l'ont blémi. Lors du 20e anniversaire de mon frère, ma mère a levé son verre. Un toast, dit-elle, à notre garçon en or, et à sa sœur, qui lui achètera la BMW qu'il mérite. Les rires éclatèrent dans le jardin comme des applaudissements. Mon père hocha la tête. Mon frère eut un sourire suffisant. Même les voisins souriaient, pensant que c'était une plaisanterie. Ce n'en était pas une. Je sentis la piqûre avant même que le verre ne heurte la table. Mon pouls ralentit. Mon sourire se figea. Et pour la première fois, je les vis exactement tels qu'ils étaient, beaux, cruels, et certains que je ne me défendrais jamais. Ils avaient tort. Parce que le prochain appel qu'ils reçurent ne venait pas de moi. Il venait de mon avocat. Vu de la rue, notre maison ressemblait à une publicité immobilière. Des murs blancs, des étayers, un drapeau qui flottait juste comme il faut dans le vent. Les inconnus souriaient et disaient « Quelle famille charmante !» Ils ne voyaient pas le silence sous la peinture. Mon père, Richard Haye, dirigeait une entreprise de construction et croyait que les gens se brisaient de la même manière que les bâtiments, lorsqu'ils cessaient de suivre le plan. Il gérait nos vies comme des plans d'architecte. Chaque choix était mesuré, chaque émotion, réprimée. Ma mère, Victoria, était la décoratrice de cette illusion. Elle parlait doucement, souriait magnifiquement, et faisait passer la cruauté pour de l'attention. « Je ne veux que ce qu'il y a de mieux pour toi, disait-elle, juste avant de le décider à ma place. » Mon frère, Eden, était le projet en or autour duquel ils avaient tout construit. De son premier trophée de football à sa lettre d'acceptation à l'université, la maison tournait autour de ses victoires. Mon père l'appelait l'héritage Haye. Ma mère l'appelait la raison pour laquelle nous travaillions si dur. Il ne disait jamais ce que j'étais, mais je comprenais que quelqu'un devait tenir le projecteur pendant qu'il était sous les feux de la rampe. Lorsque mon grand-père, Harold Rowan, est décédé, il m'a laissé quelque chose qui ne cadrait pas avec leur plan, un fonds en fiducie personnelle. Ce n'était pas énorme, mais c'était à moi. Débloquable seulement à mes 24 ans, ou plutôt si je faisais face à des difficultés. Grand-père m'avait murmuré un jour, la liberté a besoin d'un plan de secours. Je ne réalisais pas à quel point il avait raison. J'avais 19 ans quand je l'ai appris. Mon père a qualifié l'idée d'inutile. Ma mère a souri du bout des lèvres et a dit, les familles n'ont pas de secret. Mais après ce jour-là, ils ont commencé à me traiter comme un coffre-fort qui pouvait parler. À 22 ans, je terminais mon diplôme d'écriture créative et je travaillais à temps partiel à la bibliothèque municipale. Chaque soir, je rentrais à la maison pour trouver Eden au comptoir de la cuisine avec des amis, bruyants et insouciants. « Jen, va nous chercher des chips », criait-il, et je le faisais sans réfléchir. La paix était plus facile que la confrontation. Mon père admirait sa confiance, même lorsqu'elle frisait l'arrogance. Ma mère l'adorait ouvertement. « Il a le feu de ton père », m'a-t-elle dit un jour. « Et ta patience, ma chérie. Le mélange parfait. » Puis elle a ri doucement, comme si c'était un compliment. Après la mort de grand-père, mes parents sont devenus obsédés par l'héritage. Mon père encadrait de vieilles photos de lui serrant la main de notables locaux. Ma mère organisait des brunchs caritatifs en son nom. Il ne parlait jamais de deuil, seulement d'images. Puis un soir, alors qu'elle arrangeait des fleurs pour un autre événement, ma mère a dit nonchalamment, « Tu sais, Eden va bientôt avoir 20 ans. Ce serait si significatif si tu utilisais ta fiducie pour lui acheter quelque chose de spécial. » J'ai ri, pensant que c'était une blague. Elle, non. Quelques jours plus tard, j'ai trouvé une brochure de voiture sur son bureau. BMW série 3, forfait cadeau prêt à offrir. Mon nom était griffonné sur un post-it collé sur la couverture. Quand je l'ai confrontée, elle a souri comme si j'avais mal compris. « C'est juste une idée », a-t-elle dit, pour l'harmonie familiale. L'harmonie. Ce mot flottait dans l'air comme un parfum, doux, suffocant. Au dîner ce soir-là, mon père a de nouveau mentionné la voiture. C'est un symbole, Jen. Le succès doit rester dans la famille. Il a posé sa fourchette, le son sec contre l'assiette. Tu vas t'en occuper. C'est ce que font les filles responsables. Il n'a pas élevé la voix. Il n'en avait pas besoin.
Le contrôle dans notre maison n'a jamais eu besoin de cris. Il avait juste besoin de certitude. Pourtant, je me souviens de la voix de mon grand-père, des années auparavant, basse et certaine. S'ils te font un jour choisir entre la paix et la dignité, choisis la dignité. La paix construite sur l'obéissance n'est pas la paix. C'est une cage. Je ne le savais pas encore, mais la porte de cette cage était sur le point de se fissurer. La nuit du 20e anniversaire d'Éden semblait mise en scène, comme une pièce qu'il répétait depuis des mois. Le jardin était décoré de guirlandes dorées, la table recouverte de lin blanc et de flûtes à champagne. Ma mère flottait d'invité en invité, ses perles captant la lumière. Mon père se tenait droit près du barbecue, serrant des mains, ayant tout l'air du fier patriarche. Je suis resté au bord de la terrasse, tenant une assiette en carton dont je ne voulais pas. Tout le monde connaissait son rôle. Ma mère, l'hôtesse parfaite. Mon père, le pourvoyeur. Mon frère, la star. J'étais le bruit de fond, jusqu'à ce que mon nom soit appelé. Jennifer, dit ma mère en tapotant son verre. Un toast. Elle afficha ce sourire de scène qui signifiait le danger. À notre garçon en or, dit-elle, et à sa sœur, qui lui achètera la BMW qu'il mérite. Pendant une seconde, j'ai cru avoir mal entendu, mais les rires qui ont suivi m'ont dit que non. Les invités applaudirent. Mon père hocha la tête. Mon frère eut un sourire suffisant, comme si elle était déjà à lui. J'aurais pu en rire, jouer le jeu comme je l'avais toujours fait. Mais quelque chose en moi s'est brisé, le genre de rupture silencieuse qu'on n'entend que lorsqu'il est trop tard. Non, dis-je, un seul mot. Le son sembla s'évanouir du monde. Même le vent parut s'arrêter. Le sourire de ma mère se figea en plein vol. Le visage de mon père se durcit. Pardon, dit-il, d'un ton tranchant comme un rasoir. Je n'utiliserai pas ma fiducie pour lui, ai-je répondu. Ma voix ne tremblait pas, bien que mes mains le fissent. C'est à moi. Le silence qui suivit semblait vivant, épais, en attente. Puis vint la main. Ce ne fut pas tant une gifle qu'un choc. Un éclair blanc sur ma joue. La foule eut un hoquet de surprise. La lumière vacilla. Le verre glissa de ma main et se brisa contre la pierre. Le sourire suffisant de mon frère disparut. Ma mère siffla, sourit, Jennifer. Tu fais une scène. J'ai souri, mais ce n'était pas celui qu'elle voulait. Plus tard, je me réveillerai sous des lumières fluorescentes, le goût du sang et du métal sur ma langue. L'infirmière murmurerait, vous avez de la chance que ce ne soit pas pire. Elle n'avait aucune idée de ce qu'était le pire. Le bourdonnement des néons aux urgences était plus fort que n'importe quelle voix dans ma tête. Je fixais les dalles blanches du plafond jusqu'à ce qu'elles se confondent. Mon visage me faisait mal, mes côtes étaient serrées, et ma main droite tremblait lorsque j'essayais de soulever le gobelet d'eau en plastique sur le plateau. Une infirmière prenait des notes sans croiser mon regard. Quand elle l'a finalement fait, elle a dit doucement, la famille. J'ai hésité. Ils ne viendront pas. Elle a hoché la tête comme si elle le savait déjà. L'officier Rivera est arrivé ensuite, son badge brillant sous la lumière crue. Elle a regardé autour de la petite cabine, les bleus, le téléphone fissuré sur la table. Vous sentez-vous en sécurité pour rentrer chez vous? A-t-elle demandé. La réponse était non. Mais les mots sont restés coincés dans ma gorge. Quand elle est partie, j'ai retourné mon téléphone. 12 appels manqués de ma mère. Un texto d'Éden. Tu as tout gâché. Je les ai supprimés un par un. Cette nuit-là, lorsque l'infirmière m'a poussé jusqu'au bureau des sorties, j'ai vu un visage familier qui attendait. Madame Kemp, la bibliothécaire âgée avec qui je travaillais. Elle m'a regardé de la même manière qu'elle regardait les livres abîmés, en prenant soin de ne pas me faire sentir brisé. Oh, ma chérie, dit-elle doucement. Tu n'es pas obligée d'y retourner, tu sais. J'ai réussi à sourire, ou quelque chose qui y ressemblait. Où d'autre irais-je? Elle a glissé une petite carte dans ma main. Il y a de l'aide. De l'aide juridique. Des gens qui savent quoi faire quand les familles dépassent les limites qu'elles ne devraient pas. Plus tard, dans sa voiture, elle m'a conduite à un motel bon marché près de l'autoroute. Elle n'a pas posé de questions. Elle m'a juste tendu son chargeur supplémentaire, m'a dit de me reposer et a promis de prendre de mes nouvelles le matin. Quand elle est partie, le silence semblait lourd, mais propre. Pour la première fois depuis des années, personne ne me disait quoi faire.
J'ai ouvert mon ordinateur portable. J'avais tout copié des mois auparavant. Relevé, paiement, virement du fonds en fiducie de mon grand-père. Je ne savais même pas pourquoi je l'avais fait à l'époque. Juste un instinct silencieux qu'un jour j'aurais besoin de preuves. J'ai fait défiler les fichiers, chaque ligne de chiffres brillant, froide et parfaite. Mes parents avaient utilisé ma fiducie pour des vacances, des rénovations de la maison et des dons qui retournaient directement sur les comptes de l'entreprise de mon père. C'était là, la preuve du vol enveloppé dans la loyauté familiale. Je me suis souvenu de la voix de grand-père, rauque mais ferme. La liberté a besoin d'un plan de secours, génie. Garde le tien en sécurité. J'ai ouvert un nouvel email et tapé un nom que je n'avais pas prononcé à voix haute depuis des années. Rowan & Associates, l'avocat de mon grand-père. Il était plus de minuit, mais j'ai tout envoyé, les documents, les photos, même les papiers de sortie de l'hôpital. En objet, j'ai écrit, je pense que mon grand-père s'y attendait. Je ne m'attendais pas à une réponse immédiate, mais à 3h17 du matin, mon téléphone s'est allumé. Rowan. Vous avez bien fait. Il y a une clause pour cette situation difficile. Nous agirons vite. Ne rentrez pas chez vous. Pour la première fois depuis la gifle, ma poitrine s'est desserrée. Au lever du soleil, je me tenais devant le motel. L'air était froid, le ciel commençait à peine à se teinter de bleu. J'ai regardé les gens se rendre au travail, une tasse de café à la main, leur vie allant de l'avant. J'étais resté bloqué si longtemps que j'avais oublié ce que signifiait avancer. Quand Rowan a appelé cet après-midi-là, sa voix était calme, délibérée. Jennifer, j'active la clause de difficulté. Elle vous transfère le contrôle total de la fiducie et gèle tout accès de vos parents. J'ai pressé le téléphone plus près. C'est légal? C'est ce que votre grand-père voulait. Il a dit qu'il l'avait mise là au cas où vous auriez un jour besoin de protection contre eux. Protection? Le mot a frappé plus fort que la gifle. Le soir, Rowan avait obtenu une ordonnance de non-communication temporaire. L'officier arrivera à rappeler, confirmant que les formalités étaient en cours. Vous avez une fenêtre de sécurité maintenant, a-t-elle dit. Utilisez-la. J'ai passé cette nuit dans la salle de bain du motel, à laver le sang de mes cheveux, le regardant tourbillonner dans le siphon. Le miroir montrait quelqu'un de nouveau. Fatigué, oui, mais éveillé. Quand Madame Kemp m'a apporté le petit déjeuner le lendemain matin, je lui ai tout raconté. Elle a écouté sans interrompre, puis m'a serré la main. Tu fais quelque chose que la plupart des gens n'osent jamais faire, a-t-elle dit. Tu traces une limite. Cet après-midi-là, j'ai signé le dernier formulaire. Rowan a envoyé une demande d'application d'urgence du contrôle de la fiducie et de protection physique. Ma signature semblait plus assurée que je ne me sentais. Il pensait que m'envoyer aux urgences me briserait. Il ne réalisait pas que ce serait l'endroit où j'apprendrais à me reconstruire. J'ai éteint mon téléphone, fermé les stores du motel et murmuré dans le silence. Cette fois, ce ne sont pas eux qui décident de la suite. Le lendemain après-midi, la maison des Hayes semblait exactement la même. Pelouse entretenue, clôture blanche, un drapeau flottant doucement dans la brise. On n'aurait jamais deviné qu'à l'intérieur, la famille parfaite se démenait pour maintenir son histoire. Depuis la fenêtre du salon, le reflet de Richard Hayes le fixait dans la vitre. Contrôle des dégâts, murmura-t-il. On dit aux gens qu'elle a surréagi, qu'elle est émotive, instable. Victoria se tenait près de la cheminée, serrant un mouchoir dont elle n'avait pas besoin. Et si quelqu'un publiait quelque chose sur la fête? Les voisins ont vu. Alors on ira, coupa Richard. Notre nom est encore respecté dans cette ville. Eden faisait défiler son téléphone sur le canapé, la mâchoire serrée. Elle nous a fait passer pour des idiots, papa. Elle reviendra en rampant. Elle le fait toujours. Il avait tort, car à ce moment précis, la sonnette retentit. Victoria ajusta son pull, se composant avant d'ouvrir la porte. Elle se figea. Devant elle se tenait Jennifer, le visage calme, les cheveux tirés en arrière, un petit dossier à la main. À côté d'elle se tenait un homme en costume gris foncé. Rowan. Jennifer, dit doucement sa mère, d'un ton presque répété. Tu aurais dû appeler. Je l'ai fait, répondit Jennifer. Vous avez raccroché. Richard apparut derrière elle, la voix basse et tranchante. Tu as fait parler toute la ville.
comprends-tu seulement ce que tu nous as fait? Jennifer regarda au-delà de lui, balayant du regard le salon, les meubles parfaits, les photos, la vie qu'elle n'avait jamais été autorisée à toucher. Puis elle posa le dossier sur la table basse en marbre. Rowan parla le premier. « M et Madame Aye, je suis l'avocat de la succession d'Harold Rowan. Je représente votre fille concernant sa fiducie. » Le rire de Richard fut bref et amer. « Sa fiducie. Nous la gérons depuis des années. »« Plus maintenant, » dit calmement Rowan. Il ouvrit le dossier et en sortit le document tamponné. En vertu de la clause de difficulté de la fiducie de Monsieur Rowan, le contrôle total et la propriété ont été transférés à Mademoiselle Jennifer Aye, avec effet immédiat. Vous n'avez plus accès ni autorité sur les comptes associés. Les mots restèrent en suspens dans l'air, comme une sentence prononcée. Les mains de Victoria tremblaient. Tu ne peux pas simplement. Richard, dit quelque chose. Le visage de Richard devint rouge foncé. C'est ridicule. Vous la manipulez. Rowan ne s'y a pas, toutes les transactions effectuées sans son consentement sont en cours d'examen par le tribunal. L'utilisation abusive des actifs d'une fiducie constitue un abus financier, une infraction grave. Eden se leva brusquement. Tu ne vas pas poursuivre tes propres parents, Jen. Jennifer se tourna vers lui, la voix ferme. Tu as utilisé la carte le mois dernier pour tes frais de scolarité. Ce n'était pas à toi non plus. Il cligna des yeux. Papa a dit que c'était bon. Je sais, dit-elle. C'est ça le problème. Sa mère tenta un autre ton, le ton doux et larmoyant. Chérie, s'il te plaît. Nous sommes une famille. Ne nous détruisons pas pour de l'argent. Jennifer la regarda, quelque chose de vif mais de triste derrière ses yeux. Il ne s'est jamais agi d'argent. Il s'est agi de choix. Vous ne m'en avez simplement jamais laissé un seul. Rowan tendit un autre papier, une ordonnance de non-communication signée ce matin-là. Pour sa sécurité, Mademoiselle Aye vivra séparément. Il vous est interdit de la contacter directement ou par l'intermédiaire de tiers. Victoria blêmit. Richard trébucha en arrière dans le fauteuil. Le son du papier heurtant la table résonna dans le silence. Ils sont devenus blancs, penserait Jennifer plus tard. Non pas sous le choc, mais en se voyant enfin sous la lumière qu'ils avaient toujours essayé de fuir. C'est toi qui nous as fait ça, dit Richard, la voix tremblante d'une rage qui semblait soudainement petite. Jennifer expira, lente et calme. Non, c'est vous qui vous êtes fait ça. Elle ramassa son dossier, fit un signe de tête à Rowan et se tourna vers la porte. Alors qu'elle sortait, la brise effleura le bord de ses cheveux. Le soleil était vif, mais chaud, le genre de chaleur qui ne brûle pas. À l'intérieur, les voix de ses parents s'élevaient, colère, déni, peur, mais elles s'estompaient. Rowan tint la porte ouverte. « Ça va ?» demanda-t-il. Jennifer sourit faiblement. « Pour la première fois. »« Ouais. » Il hocha la tête. « Vous savez, votre grand-père aurait été fier. » Elle regarda la maison une dernière fois. La façade parfaite brillait au soleil, belle et creuse. « Il pensait que je ne me défendrais jamais, » dit-elle doucement. Mais je n'avais pas besoin de crier. J'avais juste besoin de preuves. Et sur ce, elle descendit les marches du perron, non pas pour s'éloigner d'eux, mais pour aller vers elle-même. Les semaines suivantes parurent irréelles, comme se réveiller d'un long cauchemar et essayer de s'adapter à la lumière du jour. Mon nouvel appartement sur Maple Street était petit, murs nus, meubles d'occasion. Mais chaque son à l'intérieur m'appartenait. Pas de pas faisant les 100 pas derrière des portes closes. Pas de voix me rappelant de sourire. Juste le bourdonnement silencieux de la liberté. Chaque matin, la lumière du soleil se glissait à travers les fins rideaux et peignait la pièce en or. Je me faisais un café, m'asseyais près de la fenêtre et respirais l'odeur du bitume mouillé par la pluie. Pour la première fois, je ne ressentais pas le besoin de me précipiter ou que ce soit. Il n'y avait plus de rôle à jouer. Les gros titres sont venus et repartis. Un homme d'affaires local fait l'objet d'une enquête pour abus de confiance. L'article ne mentionnait jamais de nom, mais tout le monde savait. Richard Aye a pris un congé d'une durée indéterminée de son entreprise. Victoria s'est retirée de ses clubs sociaux. Eden a perdu sa bourse après que l'incident a été rendu public. Rowan m'a envoyé l'avis final une semaine plus tard, la confirmation que la fiducie était désormais uniquement à mon nom.
Le papier semblait lourd dans mes mains, non pas à cause de l'argent, mais à cause de ce qu'il symbolisait, la foi de mon grand-père, enfin accomplie. J'ai pensé à appeler Madame Kemp pour lui dire que j'étais en sécurité, mais quand j'ai pris le téléphone, j'ai hésité. Certaines personnes vous sauvent simplement en vous montrant la sortie. Vous n'êtes pas obligé de les entraîner dans ce qui suit. À la place, j'ai ouvert un document vierge sur mon ordinateur portable. En haut, j'ai tapé « Le coup du silence ». L'histoire ne parlait pas seulement d'eux. Elle parlait de moi, et de chaque personne qui avait un jour confondu l'obéissance avec la paix. Ce soir-là, alors que je regardais les lumières de la ville scintiller au-delà de ma fenêtre, j'ai réalisé que je ne détestais plus ma famille. La haine était encore une sorte d'attache, et j'étais enfin libre. Pendant des années, j'ai cru que le silence me rendait faible. Maintenant, il sonnait comme une force, le genre qui n'a pas besoin de témoins pour être réel. J'ai fermé mon ordinateur portable, pris une dernière gorgée de café froid et murmuré à la pièce vide, voilà ce qu'est la liberté. Ils ont levé leur verre à mon obéissance. Maintenant, je lève le mien à ma liberté. Je n'habite plus dans cette maison, mais parfois, quand le vent tourne, j'entends encore des échos de cette nuit. Les rires, le verre qui se brise, le moment où j'ai finalement dit non. Ça ne fait plus mal comme avant. Ça me rappelle simplement que chaque fin commence avec une personne qui décide qu'elle en a assez. Je pensais que reprendre ma fiducie était une vengeance. Ce n'en était pas une. C'était de la survie. C'était la preuve que la paix peut être plus forte que la douleur si vous arrêtez de vous excuser de la vouloir. Si on vous a déjà dit de vous taire, souvenez-vous que votre silence n'est pas leur propriété. Parlez, partez, reconstruisez, même si votre voix tremble. Et si cette histoire ressemble à la vôtre, racontez-la. Quelqu'un, quelque part, a besoin de savoir que c'est possible. Like the heck? Sorry, you're the sacrificial pig. I need to eat your meat. Not in that way though. No, I'm not even gonna even entertain that idea. Damn it. I need to think before I speak. Oh, you're next. Oh, you're next. Crap, crap. I'm low. Okay. Woo! I want Bannerborf to be president. Okay, mod that guy. Mod that guy. Whoever said that, you're modded. That's the attitude I want in my chat. Unwavering faith in me. Oh, zombie villager. Wait, was that the... Wait, no, that was last game. I'm mixing them up. Is there a village nearby? Oh my god, I need to find it. I need to find it now. Trump actually does like Scotland. He built a golf course here before he was president. Seriously? Dude. That's like what chill guys do. You wouldn't do that if you were like evil, right? If you have oil, yeah, be careful, bro. He might come and he might just say, I own you guys now. Sorry. But hey, he built a golf course. That's good. That's like a step in the right direction. I need to find this village. Oh, I'm really low. I don't want to eat my golden apple. I guess I'll just eat this. Rotten flesh. My favorite. Yum. Love it. And Zeus, I see what you're saying. Streaming is worse than real life jobs. Genuinely, like, try being a streamer for a day. You wouldn't even understand what it's like, bro. Like, I can't even play a video game without being swarmed. Seriously. What the heck? Oh, we're getting Scotland lore in the chat. Dude, you learn something new every single day. You learn something new every day. I aim for my chat to be as educational as possible. You disagree? Norma coming in with probably the best take of all time. Love mini golf.
Live, laugh, love, mini golf. Who else here likes mini golf, bro? I love mini golf. Oh my freaking god. It's golf, but it's mini. How could you not love that? Okay. Everything's chilled out a little bit. Mini gold? Okay, and you don't even know how to spell it, so stop lying. You're not a champion. Yeah, like you literally can't call yourself a champion if you can't even spell it right. Crap! Yeah, crap. Okay. I want to find this village. How the hell was there a zombie villager and then no village? I feel like I've got every biome of all time. Oh, okay. Don't want that. I've got 11. Okay, let me actually like do something. Like, let me actually be productive and play the game. Let's make one of these and let's do one of these. Boom, boom. Don't ever lie about mini golf. I agree. Mini golf is serious business. Wait, let's just go back. I just read a few messages up. It's also illegal in Scotland to be drunk in charge of a cow in Scotland. Okay, let's break that down. Like, drunk in charge of a cow, like you own the cow? So if you own a cow, you're not allowed to be drunk. Is this what you're saying? There's mods now. Yeah, be careful, Zeus, because I saved you that one time, but Norma the Devious, it's literally in her name. She will not... Ruthless. Genuinely ruthless.